Alors non, rassurez-vous, vous pouvez ressentir de la paranoïa sans être un grand psychotique paranoïaque. Bon. En fait, la paranoïa, c'est une classification française et pas anglo-saxonne. Elle était aussi peut-être chez les Allemands avec Kraepelin. Mais la paranoïa, si vous voulez, la vraie, celle qui donne lieu à un délire, il y a deux grandes catégories. Il y a la paranoïa passionnelle, et là-dedans vous avez le délire de jalousie, par exemple. Et ça, voilà, ça peut arriver à des violences terribles. Donc, ça c'est la paranoïa passionnelle. Il y a aussi dans la passionnelle, il y a ceux qui font tout le temps des procès, qui sont tout le temps avec la justice, tout le temps. Ça c'est passionnel aussi. Mais il y a une autre paranoïa, celle de deux psychiatres français qui s'appellent Sérieux et Capgras. Et cette paranoïa de Sérieux et Capgras, c'est une organisation circulaire en espèce de réseau qui s'alimente de tous les signes environnants. Tout prend sens et évidemment est hostile au sujet. Et bon, j'avais fait un travail là-dessus parce qu'il y a parfois des patients qui sont incroyables dans ce domaine-là de la paranoïa, que ce soit l'une ou l'autre. Bon. Mais vous savez, sinon, la paranoïa ordinaire, celle qu'on croit qu'on est lésé, qu'on va être atteint, que c'est vraiment contre soi-même et tout ça, bon, c'est fréquent, c'est très très fréquent et il ne faut pas croire tout de suite que c'est le début d'un grand délire. C'est fréquent, c'est normal. Pourquoi c'est normal? Parce qu'il y a le narcissisme, c'est-à-dire il y a un amour de soi-même qui est constitutif, on peut dire, il y a besoin d'une forme de narcissisme. Freud compare avec les chats. Les chats, ils passent la journée à se lécher, à se contempler, et puis ils ne vous donnent rien d'ailleurs, hein, ils sont ingrats. Mais ils sont très contents qu'on les caresse, enfin quand ils veulent. Donc il y a un amour de soi, de soi-même, qui est le propre aussi de l'humain. Et si il sent qu'il est attaqué ou lésé ou pas considéré, il y a des petites idées paranoïaques qui vont naître chez tout un chacun. Et donc bien sûr qu'on ne peut pas dire que c'est l'ouverture à une grande paranoïa. Ça, je ne crois pas. Donc à cette question, je réponds non. Ce qu'il y a comme fonctionnement du sujet qui le rend sensible, eh bien, c'est le fonctionnement du narcissisme. Et c'est quelque chose que, bon, chez les analystes, est très répandu. Hein. Les analystes, ils se sentent toujours attaqués, ils sentent toujours qu'eux, ils n'ont pas la place qu'ils auraient méritée, ils disent que finalement, on ne les a pas entendus, ils s'attaquent entre eux, enfin, ce monde est affreux. Il faut bien le dire. Et il est vraiment propice à des petites paranoïas qui souvent deviennent grandes et après aboutissent à des ruptures. Et souvent, c'est quand même... Mais pourquoi? Parce que l'analyste, dans son métier, il travaille avec lui-même. C'est lui, son corps, sa tête, sont l'enjeu du transfert. Et que dans une société analytique, il pourrait se faire que les choses tournent vraiment dans une forme d'hostilité. C'est très fréquent parce que chacun y va de lui-même pleinement, parce que dans son métier, il est impliqué pleinement. Et c'est un métier où il n'y a pas d'outils particuliers, il n'y a pas de... c'est particulier à ce métier, mais on peut dire un boulanger, il pourrait être très sensible parce qu'on lui dit son pain n'est pas bon.
on pourrait dire dans tous les métiers, mais il se trouve que chez les psychanalystes, c'est très très répandu.